Au début de l'année, on a beaucoup parlé de la possibilité que l'Inde pousse plus activement l'agenda des systèmes de paiement et de l'intégration des monnaies numériques de banques centrales au sein des BRICS. Les BRICS doivent vraiment s'affirmer comme une alliance économique à part entière. Je pense que certains détracteurs des BRICS aimeraient voir le groupe évoluer très vite vers une sorte d'alliance militaire ouverte. Et ce seraient les premiers à dire « Vous voyez, on vous l'avait bien dit ». C'est exactement ce qu'ils affirment depuis le début à propos des BRICS. Tout cela, c'est une question de rapport de force, une question de géopolitique. Et ce serait la plus grande erreur à commettre. Ce serait un piège pour les BRICS. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et je vous retrouve pour un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Jaroslav Lisovolik, éminent spécialiste de l'économie internationale, des marchés émergents et de l'évolution de l'architecture du système financier mondial. Jaroslav est un économiste et auteur reconnu, dont les travaux portent depuis longtemps sur les pays des BRICS, l'intégration économique mondiale, le financement du développement et la transformation de l'ordre monétaire international. Il est aussi l'auteur du meilleur site en ligne, vraiment le meilleur, consacré à l'analyse économique du monde multipolaire en pleine évolution. Son site, c'est brics-analytics.org. Allez y jeter un œil, c'est ma référence incontournable. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Jaroslav, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi. Je suis ravie d'avoir cette conversation. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé et je sais qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Alors, commençons par la situation du bloc des BRICS. On peut dire qu'il est un peu à un tournant en ce moment. Il y a eu pas mal de débats pour savoir si les BRICS ont perdu de leur élan après leur expansion rapide il y a quelques années et face aux grands changements géopolitiques qu'on observe dans le monde. Est-ce que vous voyez la période actuelle comme une simple pause temporaire dans le développement du bloc? Ou diriez-vous qu'il y a des défis structurels plus profonds qui pourraient réellement freiner son évolution à l'avenir? Pour le dire simplement, je dirais qu'il s'agit d'une pause plutôt que d'un changement structurel. Le ralentissement de l'expansion est, à mon avis, tout à fait compréhensible et voulu de la part des BRICS. Depuis plusieurs années, on entend les représentants des BRICS dire clairement que l'élargissement ne doit plus se faire au même rythme qu'avant. Il faut d'abord intégrer les nouveaux membres, leur permettre de se familiariser avec les procédures, les réunions et avec tous les objectifs que poursuivent les BRICS. Donc, pour moi, c'est certainement pas une rupture structurelle dans le développement des BRICS. C'est une pause volontaire, et je pense que la plupart des membres des BRICS sont d'accord là-dessus. Ils la jugent nécessaire. Et bien sûr, l'élargissement des BRICS a été le développement le plus visible parmi tout ce qu'on a vu ces dernières années. Je pense qu'en partie, cette sorte d'illusion d'optique vient du fait qu'il n'y a plus d'élargissement en cours, ni beaucoup de discussions à ce sujet. Par inertie, beaucoup d'observateurs continuent d'espérer ou d'attendre quelque chose de nouveau sur ce front. Mais encore une fois, c'est voulu. Les BRICS mettent désormais davantage l'accent sur la consolidation. Disons-le comme ça, il s'agit de consolider l'élargissement qui a déjà eu lieu. Et oui, je pense que maintenant, avec l'Inde à la présidence des BRICS, le pays adopte, comme à son habitude, une approche plus ciblée, plus micro, en se concentrant sur l'innovation, la coopération et surtout la coopération économique au niveau des entreprises et des startups.
Donc, on parle vraiment de développement à un niveau très local, de coopération économique concrète, plutôt que de sujets plus larges, plus globaux, comme l'innovation, les discussions passées sur l'élargissement, ou encore l'idée d'une nouvelle monnaie ou de nouveaux mécanismes commerciaux, et ainsi de suite. C'est donc aussi un changement dans l'ordre du jour, qui influence à la fois le discours et le processus qu'on observe aujourd'hui du côté des BRICS. Mais encore une fois, je pense que tout cela s'explique très bien, à la fois par l'évolution générale des BRICS en tant que bloc et par les priorités que traditionnellement l'Inde met en avant lorsqu'elle assure la présidence. Bien sûr, les BRICS ne sont pas la seule organisation multilatérale au monde, mais ces dernières années, c'est sans doute celle qui a attiré le plus d'attention. Donc oui, on peut dire que les attentes étaient très élevées. Et je pense qu'on peut aussi dire que, en partie, ces attentes ont été un peu gonflées par tout ce qu'on a entendu sur la dédollarisation ou le retour à l'étalon or. Tout ça a été amplifié par beaucoup de gens qui, au fond, n'avaient pas forcément la compréhension nécessaire pour saisir les aspects plus larges, les objectifs plus profonds de ce nouveau mouvement vers la multipolarité et de cet ordre mondial émergent qu'on est encore en train d'observer et qui n'est pas encore structuré comme il le sera probablement d'ici 5 ans. Mais si l'on regarde des organisations comme, disons, l'ASEAN, le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, ou même l'Organisation de coopération de Shanghai, quelles sont, selon vous, les leçons les plus importantes que les BRICS peuvent réellement tirer de ces autres groupements multilatéraux? Surtout au moment où ils cherchent à approfondir durablement la coopération entre des membres très différents et à les aligner d'une manière qui garantisse à la fois un développement réussi et une certaine flexibilité dans un ordre international aussi instable et en constante évolution. Eh bien, je pense que c'est une excellente question. Et il existe, c'est certain, de très nombreuses bonnes pratiques, disons à travers le Sud global, dans le monde en développement, y compris, et surtout je dirais, au sein des blocs régionaux. À mon avis, l'une des leçons que les BRICS devraient tirer de l'expérience de ces blocs régionaux au fil des dernières décennies, c'est l'importance de les rapprocher, de créer un espace favorisant une coopération plus étroite entre les blocs d'intégration régionale, mais aussi entre leurs institutions de développement régional, comme les banques de développement ou les organismes régionaux de financement. C'est quelque chose qui renforcerait considérablement les capacités des BRICS. Cela rendrait aussi le groupe plus inclusif et la portée vers les communautés du Sud global serait multipliée, bien au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, que ce soit en matière d'élargissement du noyau des BRICS ou de création d'une ceinture de partenariat. L'ouverture, grâce à l'effet multiplicateur bien plus fort qu'impliquerait le rassemblement de ces blocs régionaux sous l'égide des BRICS+, serait tout simplement énorme. Et je pense que c'est encore un domaine que les BRICS n'ont pas vraiment exploré, même si les discussions autour de ce type de modèle remontent maintenant à presque 10 ans. Je crois que j'ai été parmi les premiers à lancer cette idée. C'était en 2017. Depuis, on en a parlé un peu partout, surtout dans les milieux universitaires. Mais il est clair qu'il faut maintenant quelque chose de plus concret, de plus affirmé, en matière de politique publique réelle, en matière d'action concrète menée par les BRICS. Et bien sûr, cela présente de très nombreux avantages. On le voit dans les tendances actuelles. Les groupes d'intégration régionale commencent à conclure des accords commerciaux d'un bloc régional à un autre, et plus seulement d'un pays à un autre. En partie, c'est parce que les politiques commerciales sont désormais déléguées par les États à leurs blocs régionaux respectifs.
C'est le cas par exemple de l'Union économique eurasiatique ou du Mercosur. Donc en réalité, si vous voulez ouvrir les marchés, si vous voulez neutraliser l'effet des tarifs de Trump et la pression protectionniste qui existe aujourd'hui, il faut commencer à raisonner en termes de blocs régionaux. Tout simplement parce que ce sont eux qui prennent les décisions et qui mettent en œuvre les politiques commerciales sur une part de plus en plus importante du Sud global. Alors, sur les mécanismes de prise de décision, je pense qu'un des problèmes auxquels les BRICS se sont heurtés, c'est cette règle du consensus, la règle selon laquelle tout le monde doit être d'accord sur chaque décision. Et bien sûr, comme vous le savez, cela limite vraiment, dans certains cas, l'activisme du bloc, surtout quand certains membres veulent suivre une trajectoire de développement particulière. Ce qu'on observe donc dans certains blocs régionaux, mais aussi dans plusieurs plateformes créées ces dernières années, en réaction à ces chocs géopolitiques, c'est qu'elles deviennent plus plurilatérales. Il existe désormais des mécanismes qui permettent d'atteindre un consensus, même entre seulement quelques membres du bloc, et ces membres peuvent avancer librement, sans que tous les autres aient besoin de participer ou d'approuver entièrement ce type d'agenda. Donc, un cadre plus plurilatéral, ou ce qu'on appelle parfois une géométrie variable au sein du bloc, qui permet la formation de différents sous-groupes et sous-alliances à partir de la plateforme, c'est à mon avis quelque chose qui devient presque, je ne dirais pas existentiel, mais vraiment crucial pour les BRICS, parce que l'élargissement du nombre de membres rend de plus en plus difficile l'obtention d'un consensus. Et il faut vraiment prendre la décision de permettre à des groupes ou des sous-groupes au sein des BRICS de prendre leurs propres initiatives et de proposer de plus en plus de nouvelles actions, de nouvelles mesures politiques, et ainsi de suite. Un des exemples à cet égard, c'est le partenariat pour l'avenir de l'investissement et du commerce, le FIT Partnership, créé par de petites économies ouvertes en 2025. C'est vraiment une nouvelle forme de plateforme, fondée sur le principe du plurilatéralisme et sur la capacité de différents groupes ou sous-groupes de membres à avancer sur leurs priorités essentielles. C'est donc, je dirais, une sorte de défi pour les BRICS, car ce type de plateforme est plus souple, plus réactif face aux chocs et aux défis. Et comparé à ce niveau de flexibilité et d'agilité, les BRICS peuvent parfois sembler figés, moins rapides à réagir aux transformations majeures que nous observons aujourd'hui. L'année 2026 a été marquée par une montée du militarisme et je pense qu'il est difficile de contester cette affirmation. Cela amène forcément à parler du rôle que le bloc des BRICS pourrait être amené à jouer sur certaines questions de sécurité. C'est justement ce dont nous allons discuter dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur le prochain sommet des BRICS parce que les attentes autour de ce nouveau sommet en Inde sont, à mon sens, très intéressantes, surtout à la lumière de ce que vous venez d'expliquer. L'Inde va accueillir le sommet BRICS+, à la mi-septembre à New Delhi. Alors, qu'est-ce que vous allez observer de plus près lors de ce sommet? Et selon vous, quelles initiatives ou quels domaines politiques vont dominer les discussions? Eh bien, il est certain qu'on ne verra rien de concret concernant une expansion des BRICS. Je pense que c'est assez clair. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de discussions à ce sujet. Au début de l'année, on a entendu parler de la possibilité que l'Inde pousse plus activement l'idée de systèmes de paiement communs ou encore de l'intégration des monnaies numériques de banques centrales entre les pays des BRICS. Je n'ai pas vu de déclarations officielles marquantes à ce propos, mais c'est clairement un point à surveiller,
notamment dans la déclaration finale du sommet. Il y a eu quelques échanges dans les médias et peut-être même des travaux au niveau des experts. Et même si c'est le cas, je pense que ce serait déjà un pas en avant. Je pense que, clairement et fondamentalement, les économies des BRICS ont besoin d'un système de paiement qui leur permette de continuer à effectuer des règlements transfrontaliers. La voie des monnaies numériques de banque centrale, les CBDC, pourrait être l'une des plus fiables, surtout si l'on considère que, ces dernières années, elle a été testée avec succès à travers le modèle N-Bridge, sur le plan technique et technologique. Donc, peut-être qu'à partir de là, l'Inde prendra l'initiative d'aller plus loin. Un autre sujet, c'est l'institutionnalisation. On a entendu, je dirais tout au long de l'année écoulée depuis le sommet précédent, de plus en plus de discussions à ce sujet. Quel type d'institutionnalisation cela pourrait-il être? Plusieurs articles, rédigés par certains des principaux experts du BRICS en Russie et en Inde, ont évoqué la possibilité de créer un siège ou un secrétariat. C'est donc une option qui pourrait être discutée. L'une des propositions que j'ai avancées depuis l'année dernière, c'est le format de la Troïka. Il s'agirait d'une formation régulière de 3 membres du BRICS. La présidence de l'année précédente, celle de l'année en cours et celle de l'année suivante. C'est un modèle qu'on retrouve déjà dans certains blocs régionaux, comme l'ASEAN, l'Union africaine et bien sûr le G20. Et ce type de formation en Troïka, ce n'est pas, bien sûr, une véritable institutionnalisation, on pourrait dire, mais c'est une étape vers une présence plus forte et plus continue sur la scène internationale. Pas dans le sens où seul le pays qui préside ferait des déclarations isolées, se retrouvant seul face aux pressions venues de différentes régions du monde, mais plutôt dans l'idée que plusieurs membres des BRICS se rassemblent, veillent à ce que les priorités restent cohérentes d'une présidence à l'autre, qu'il y ait une continuité et qu'ils assurent ensemble une représentation collective sur la scène internationale. Je pense que c'est aussi quelque chose de très très important pour que le bloc apparaisse vraiment comme un groupe collectif, disons, et ne soit pas guidé uniquement par l'agenda d'un seul pays qui le préside. Voilà donc quelques-uns des sujets que je trouve les plus intéressants. Bien sûr, beaucoup de choses vont se poursuivre, comme les années précédentes et dans les années à venir. L'agenda environnemental, par exemple. Et d'autres volets vont, je pense, continuer d'une année sur l'autre. Mais ces thèmes-là, et en particulier la question de l'institutionnalisation, seront, à mon avis, les plus intéressants à suivre. Absolument. Et merci de nous avoir expliqué ces attentes parce que je pense que ce sera vraiment intéressant de voir ce qui se passera lors du sommet et surtout si la réalité sera à la hauteur de ces attentes. Mais passons à la question de la sécurité, parce que c'est un sujet que je vois revenir sans cesse sur les réseaux sociaux. Avec les développements géopolitiques récents, au Venezuela, les frappes sur l'Iran, la guerre d'agression contre l'Iran menée par Israël et les États-Unis, ainsi qu'au Liban, à Gaza et dans bien d'autres régions qui commencent à montrer des signes d'instabilité, on peut dire qu'un bloc économique risque de ne pas être aussi efficace sans une composante de sécurité. C'est intéressant de voir comment les évolutions du pouvoir économique peuvent transformer un bloc purement économique en quelque chose de plus nuancé, de plus profond. Alors, est-ce que le retour de l'interventionnisme militaire, encouragé par Donald Trump et la rivalité entre grandes puissances, a mis en évidence un besoin de meilleure coordination en matière de sécurité entre les membres des BRICS? Je ne parle pas forcément de coordination militaire,
Ce serait peut-être aller un peu trop loin, mais est-ce que cela montre qu'un bloc économique comme les BRICS Plus aurait besoin d'un volet sécuritaire? Economic bloc such as BRICS Plus. Eh bien, je pense que clairement les discussions existent. Il y en a même de plus en plus au sein de la communauté des experts. Certains d'entre eux appellent à doter le bloc des BRICS d'un peu plus de fonctions, voire de capacités dans le domaine de la sécurité ou même sur le plan militaire. Mais jusqu'à présent, l'approche dominante reste plutôt négative vis-à-vis de ce genre de vision. La grande majorité des experts ne souhaitent pas voir les BRICS évoluer vers une logique de puissance, une alliance militaire ou quoi que ce soit de ce type. À mon avis, ce qui est bien plus important, c'est que les BRICS se structurent vraiment, qu'ils s'affirment pleinement comme un véritable bloc économique. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas encore vu toute l'évolution des BRICS dans cette direction. Certains volets de la coopération économique n'ont pas vraiment été, disons, abordés de manière significative. Le plus important d'entre eux, c'est le commerce. Nous n'avons pas de plateforme commerciale commune au sein des BRICS. Il n'existe pas de bloc unique des BRICS à l'OMC. Tout avance assez lentement, même si, à mon avis, le défi venu des États-Unis, avec Trump depuis 2015, a été particulièrement fort sur le plan commercial. On aurait pu espérer que la réponse des BRICS se situe justement sur ce terrain-là, avec une meilleure coordination du commerce. Mais cela ne s'est pas encore concrétisé. Je pense que, avant d'envisager toute expansion vers d'autres domaines ou d'autres secteurs, les BRICS doivent d'abord s'affirmer comme une véritable alliance économique à part entière. Certains détracteurs des BRICS aimeraient les voir évoluer très vite vers une sorte d'alliance militaire ouverte. Et ce seraient les premiers à dire « Vous voyez, on vous l'avait bien dit ». C'est exactement ce qu'ils affirment depuis le début à propos des BRICS. Pour eux, tout ça, c'est une question de rapport de force, de géopolitique. Et ce serait, à mon avis, une énorme erreur. Ce serait un piège pour les BRICS. Les mesures les plus importantes que les BRICS peuvent prendre pour relever les défis de ces dernières années consistent justement à aller à fond dans la coopération économique, dans la consolidation économique, surtout dans des domaines comme le commerce et l'investissement. Mais il faut aussi renforcer la coopération régionale dans les différentes zones du Sud global et dans les cadres d'intégration régionale correspondants. Oukusasuri, ces structures ont déjà leur propre agenda de sécurité. Par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai a parmi ses mandats la question de la sécurité. Donc, rassembler les blocs d'intégration régionale pourrait avoir pour effet d'apporter une plus grande sécurité, au moins une sécurité économique accrue pour chacun des membres concernés. Prenons l'exemple de Cuba. Le pays est aujourd'hui davantage intégré à l'ensemble des plateformes existantes dans l'hémisphère occidental, que ce soit au niveau des banques de développement ou des institutions régionales. Si, au sein des BRICS+, il existe des programmes de développement ou des partenariats auxquels Cuba participe, cela renforce clairement sa capacité à faire face à des chocs extérieurs, que ce soit sur l'approvisionnement en carburant, sur les denrées alimentaires, et ainsi de suite. L'un des thèmes qui m'est venu à l'esprit au cours du dernier mois, c'est que le groupe BRICS+, devrait peut-être réfléchir à la question des réserves stratégiques, que ce soit pour le carburant, les denrées alimentaires de base ou d'autres ressources essentielles. L'idée serait de s'appuyer sur les mécanismes d'intégration régionale existants à travers le Sud global pour créer un système résilient capable de soutenir les économies qui subissent des pressions. Il y a donc beaucoup à explorer, notamment sur le plan économique.
Et ce travail pourrait avoir, directement ou indirectement, un impact important sur la sécurité et sur la solidité de la position des différentes économies du BRICS+. Yaroslav, je pense que je suis d'accord avec tes arguments, mais laisse-moi jouer un peu l'avocat du diable juste un instant. En t'écoutant, il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit, l'Arménie. Alors bien sûr, l'Arménie n'est pas membre des BRICS, je le sais, mais elle a toujours eu des liens très étroits, historiques, avec la Russie et avec d'autres acteurs régionaux. Et aujourd'hui, sous Pachinian, elle a été, en quelque sorte, tirée vers l'ouest par des acteurs occidentaux. Et du coup, sur le plan économique, à cause de cette dimension politique et des rapports de force, est-ce qu'on peut dire que les liens économiques sont en train d'être rompus sans qu'il y ait pour autant une alliance plus forte dans d'autres domaines, que ce soit entre la Russie et l'Arménie ou entre l'Arménie et d'autres acteurs régionaux qui ont pourtant beaucoup contribué à son développement économique et à sa stabilité ces dernières années? Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense clairement que si l'Arménie devait rompre ses liens avec l'Union économique eurasiatique, ce serait une énorme erreur. Une erreur vraiment énorme. Il y a tellement de liens, que ce soit dans le commerce ou dans l'investissement. Et bien sûr, le lien migratoire est extrêmement important, notamment à travers les transferts d'argent. Si on regarde l'espace économique de l'ex-Union soviétique, certaines économies, au cours des dernières décennies, ont reçu jusqu'à la moitié de leur PIB en transferts venus de Russie. Et pour l'Arménie, ces transferts ont été très importants. C'est un élément qu'il faut absolument garder à l'esprit avant de prendre des décisions aussi radicales. Mais si on se tourne vers l'Union économique eurasiatique et qu'on se pose la question, est-ce que tout ce qui pouvait être fait l'a été? Est-ce que ça a été fait? Il y aura toujours la question de savoir si le rythme de l'intégration économique au sein de l'Union économique eurasiatique a été, disons, suffisant. Et vous savez, je pense qu'il y a quand même eu des avancées importantes. Beaucoup de choses ont été réalisées. À mon avis, l'Union économique eurasiatique est une force très progressiste dans l'espace de la CEI. Mais bien sûr, sur certains points, il y a peut-être eu des pistes qui auraient pu être suivies pour que les bénéfices économiques soient encore plus forts, notamment pour des pays comme l'Arménie et d'autres membres de l'Union, et cela dès une phase plus précoce. Et il faut bien comprendre que c'est un espace très compétitif, pas seulement sur le plan économique, mais aussi, comme on le voit, sur les plans politiques et géopolitiques, où l'interventionnisme est en train de croître. Donc, s'il existe des opportunités pour renforcer la coopération, pour accroître les retombées économiques au profit des blocs d'intégration régionale, il faut les saisir rapidement. Il ne faut pas attendre des années ni des décennies. L'une de ces opportunités, bien sûr, c'est une intégration plus étroite entre l'Union économique eurasiatique et les BRICS+. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ces dernières années, le discours en Arménie sur les perspectives et la nécessité de liens plus étroits avec les BRICS commençait à prendre de l'importance. Cela aurait dû être vu comme une occasion de montrer concrètement au public arménien quelles sont les possibilités et ce que peut apporter une coopération plus étroite avec les BRICS+. Et bien sûr, l'Union économique eurasiatique est une porte d'entrée majeure pour l'Arménie vers les BRICS+, n'est-ce pas? Si on regarde la carte, c'est assez clair. L'Iran est tout près. La Russie est un allié essentiel, un partenaire clé sur le plan économique. Donc, cette voie-là, celle dont je parle depuis longtemps, c'est celle qui vise à rapprocher les blocs d'intégration régionale autour de la plateforme des BRICS+. Si cette approche avait été suivie plus activement par le passé, peut-être qu'on aurait aujourd'hui une vision un peu différente,
une autre manière de voir les choses dans la région, notamment sur les avantages potentiels et sur l'ensemble des possibilités qu'offre la coopération avec l'Union économique eurasiatique. Et bien sûr, c'est là toute la force de l'Union économique eurasiatique, cette connexion avec les BRICS, qui devrait et pourrait être développée beaucoup plus largement dans la région. Le Bélarus devient d'ailleurs très actif pour encourager ce type de lien entre l'Union économique eurasiatique et les BRICS. Il faut vraiment que cette dynamique prenne de l'ampleur, parce que selon moi, cela permet de mieux comprendre, quand on est dans la région, quelles sont les véritables perspectives de coopération économique au sein de l'espace eurasiatique, au sein même de l'Union économique eurasiatique. Merci d'avoir précisé cela. J'apprécie vraiment parce que je pense que c'est l'un des développements récents les plus intéressants que j'ai pu observer et c'était quelque chose que je trouvais pertinent pour la discussion sur l'évolution des BRICS face aux forces menées par l'Occident qui cherchent d'une certaine manière à les éloigner de leur orientation initiale. Mais j'ai encore une question, si vous permettez, à propos de la coopération en matière de sécurité. Est-ce que vous constatez une augmentation de la coopération bilatérale en défense ou en sécurité entre les membres des BRICS, notamment entre la Russie et la Chine? Et dans quelle mesure les pays d'Afrique principalement, mais aussi peut-être d'Asie ou d'Amérique latine, cherchent-ils à se diversifier, à s'éloigner de leur partenariat de sécurité traditionnel avec l'Occident, pour se tourner vers la Russie et la Chine comme partenaires clés, y compris en matière de commerce ou d'échanges technologiques? Eh bien, je dirais, de manière générale, pas forcément en ce qui concerne la sécurité ou les domaines liés, qu'on observe une tendance à une plus grande diversification dans l'ensemble du Sud global. Que ce soit dans les flux commerciaux, dans la coopération économique, dans les approvisionnements ou dans la fiabilité des chaînes d'approvisionnement. Il y a un effort pour créer des options de réserve, pour avoir plus de flexibilité. Et cela finira forcément par toucher tous les autres domaines, y compris ceux liés à la sécurité, simplement à cause de l'intensité et de la direction des chocs géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est un effet naturel de la coopération Sud-Sud qui s'est développée de façon continue ces dernières années et qui s'est fortement accélérée depuis l'an dernier. On observe une forte hausse du commerce Sud-Sud, et cette dynamique avance bien plus vite que la moyenne de l'économie mondiale. Ce type de coopération, la coopération Sud-Sud, va forcément avoir un impact aussi sur les questions de sécurité. Et bien sûr, au début de l'année, on a vu les exercices navals des BRICS, plus au large des côtes sud-africaines. D'une certaine manière, les économies des BRICS, les pays des BRICS, explorent la possibilité d'une certaine coordination dans ce domaine. Pas forcément dans le format complet des BRICS, mais entre certains de leurs membres. Mais il est clair qu'il y a une forme de réaction de la part des BRICS face à l'évolution de la géopolitique, qui devient de plus en plus féroce à travers le monde. Et ça, on le voit très nettement. L'un des moteurs du bloc des BRICS, c'est la gouvernance mondiale, n'est-ce pas? L'idée d'ajuster cette gouvernance mondiale. Selon vous, les BRICS cherchent-ils surtout à réformer l'ordre international existant de l'intérieur, ou bien sont-ils en train de construire petit à petit des institutions parallèles qui pourraient à terme servir d'alternatives? Je dirais qu'il s'agit du développement de nouvelles institutions, mais sans passer par ce que certains économistes appellent la destruction créatrice. Autrement dit, on travaille avec les institutions existantes, en cherchant à les réformer autant que possible.
Même si beaucoup d'experts estiment que certaines institutions de Bretton Woods, comme le FMI, sont pratiquement impossibles à réformer en profondeur. Par exemple, en modifiant la répartition des votes entre les pays pour donner plus de poids aux économies en développement. Mais malgré tout, c'est clairement l'approche adoptée par les BRICS en tant que bloc. Si on regarde les déclarations finales des BRICS, d'une année sur l'autre, on voit un soutien très explicite de leur part envers l'Organisation mondiale du commerce. D'ailleurs, l'an dernier, pour la première fois, la directrice de l'OMC a assisté au sommet BRICS+. Et puis bien sûr, il y a dans la déclaration finale des BRICS une discussion sur les questions et les priorités portées par le FMI et la Banque mondiale. Ces institutions multilatérales reçoivent un soutien, avec l'espoir, exprimé dans le texte final, d'une répartition plus équilibrée des voix et d'une meilleure représentation des économies en développement. Donc oui, l'approche est évolutive, pas révolutionnaire. Elle est évolutive. Une manière de compléter le système existant, de continuer à chercher à le réformer, à convaincre les partenaires des économies avancées qu'il faut plus de stabilité, plus de durabilité de l'ensemble, grâce à une répartition plus équitable des voix au sein de ces organisations clés, comme le FMI et la Banque mondiale. Yaroslav, vous avez évoqué le commerce comme un élément essentiel, une sorte de nécessité, et le développement des échanges entre les membres pour garantir un avenir au groupe des BRICS. J'aimerais donc qu'on revienne rapidement sur ce point. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a plusieurs mois, vous aviez expliqué que le bloc des BRICS cherchait des moyens de faire face à la montée des pressions commerciales. Et bien sûr, le système commercial mondial est de plus en plus marqué par les droits de douane, les sanctions, les contrôles à l'exportation et plus largement par une certaine fragmentation économique. Alors qu'est-ce que les BRICS font différemment, disons cette année, pour répondre à ces pressions et réduire leur vulnérabilité, que ce soit collectivement ou individuellement, face à la coercition économique extérieure et aux chocs économiques qu'ils ne peuvent pas, dans bien des cas, même pas prévoir? Absolument. Le problème, à mon avis, c'est que pour l'instant, l'approche reste bilatérale. En gros, les économies des BRICS se rencontrent entre elles, leurs représentants, leurs présidents. Ils fixent des objectifs toujours plus élevés pour le volume des échanges bilatéraux visés. Plus tôt cette année, il y a eu une rencontre entre les dirigeants de l'Afrique du Sud et du Brésil. Ils ont discuté de la feuille de route et des moyens de renforcer le commerce bilatéral, ce qui est tout à fait logique. Ce sont des économies que certains diraient séparées par l'Atlantique Sud, mais en réalité, comme l'a dit le président Lula du Brésil, elles sont reliées par l'Atlantique Sud. Et il y a vraiment de la place pour viser des objectifs plus ambitieux. Le revers de tout cela, cependant, c'est qu'à mon sens, il faut maintenant passer à une approche multilatérale. Cela doit se faire sur une base multilatérale, en s'appuyant pleinement sur la plateforme BRICS+, et sur une logique d'intégration des intégrations, en renforçant les liens commerciaux, non seulement entre des pays pris isolément, mais aussi entre des blocs régionaux. C'est pourquoi les discussions sur, par exemple, un renforcement des relations entre le Mercosur et l'Union douanière d'Afrique australe, ou encore l'élaboration d'une feuille de route pour des négociations de libre-échange ou une intégration économique entre les blocs régionaux dont les pays des BRICS font partie. Tout cela, à mon sens, va plus directement au cœur du problème. À ce stade, oui, on constate que le commerce sud-sud progresse. On voit aussi que certains de ces objectifs bilatéraux ambitieux sont atteints. Mais je pense une approche vraiment inclusive et surtout plus globale, c'est celle qui passe par la coopération entre les différents blocs régionaux d'intégration.
L'un des aspects les plus intéressants du bloc des BRICS, pour moi personnellement, c'est la nouvelle banque de développement, ou la banque des BRICS. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Eh bien parce qu'elle s'impose peu à peu comme une alternative au FMI. Et une critique qu'on adresse souvent au FMI, et à mon avis ce n'est pas vraiment une critique, c'est plutôt un fait qu'on a pu constater à de nombreuses reprises, c'est que les programmes de prêt du FMI s'accompagnent souvent de conditions politiques qui influencent forcément les politiques économiques internes des pays emprunteurs. Et il faut bien reconnaître que dans beaucoup de cas, ces exigences, ces conditions ne visent pas vraiment à rendre la société plus démocratique ni à améliorer la situation des travailleurs. Mais ils sont très guidés par la politique. Et je pense que l'Ukraine en est un excellent exemple. Il faut regarder certaines des conditions qui ont été imposées à l'Ukraine pour permettre à cet endettement de continuer, pour que cette charge de la dette se prolonge encore et encore, au point que 25 générations futures d'Ukrainiens ne pourront pas rembourser le fardeau que l'Ukraine a contracté. Mais en mettant cela de côté, en quoi la philosophie de prêt de la nouvelle banque de développement est-elle différente de celle du FMI? Est-ce que la nouvelle banque de développement impose, elle aussi, des conditions qui influencent la politique publique de l'emprunteur? Eh bien, tout d'abord, je pense que, au sein des BRICS, nous devons mettre en place une sorte de, un équivalent, pas un prototype exact, mais plutôt une plateforme ou une organisation destinée à soutenir le développement macroéconomique. Jusqu'à présent, cela n'a pas encore été fait. Si l'on veut évaluer la nouvelle banque de développement et la comparer aux institutions de Bretton Woods, l'institution la plus proche serait la Banque mondiale. Et la nouvelle banque de développement est, à mon avis, jusqu'ici, la seule véritable incarnation institutionnelle des BRICS sur la scène internationale. Donc bien sûr, on espère que la nouvelle banque de développement ne se limite pas aux projets d'investissement qu'elle mène actuellement dans le domaine du développement durable, et qu'elle s'occupe aussi de la macroéconomie et d'autres questions qui restent en suspens, faute d'un développement institutionnel suffisant du côté des BRICS. Mais il est clair qu'il existe aussi le mécanisme de réserve des BRICS, le CRA, qui a été approuvé, qui a été créé, mais qui reste encore à développer pleinement. Et ensuite, une fois que cette organisation commencera à mener des opérations pour soutenir la macroéconomie des pays membres des BRICS, là, on pourra comparer son approche à celle du FMI. Mais bien sûr, la différence, dès le départ, on peut déjà la voir. Au FMI, la part des votes est très largement concentrée entre les mains des économies avancées, des économies occidentales. Et cela, évidemment, a influencé les politiques du FMI, ainsi que les conditions imposées pour l'octroi des prêts. C'est inévitable. En ce qui concerne les BRICS, la répartition des votes est plus équilibrée et tous ces votes appartiennent au cercle du Sud global. Donc ce type d'agenda, cette forme de politisation, a peu de chances de se produire. Le risque est bien moindre que dans les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne la nouvelle banque de développement, la Banque mondiale, les banques régionales de développement et les banques multilatérales de développement, le principal enjeu, au fond, c'est la qualité du projet d'investissement. Est-ce que ce projet est durable? Est-ce qu'il est finançable? Est-ce qu'il peut être mené à bien? Et est-ce qu'il peut être financé de manière sûre, avec des rendements appropriés? Ce type d'approche, à mon avis, est bien intégré dans le cadre de la nouvelle banque de développement, même si pour l'instant, la principale critique reste que le rythme d'expansion du portefeuille de prêts pourrait être plus rapide. Mais je pense qu'objectivement, il faut reconnaître que la nouvelle banque de développement en est encore à ses débuts.
Et avec son expansion et l'arrivée de nouveaux membres, il faut un peu de temps avant de pouvoir vraiment élargir de façon marquée le portefeuille de prêts. Cela dit, on voit un réel enthousiasme pour l'accès aux ressources de cette banque. On l'a constaté même dans des pays comme l'Argentine, qui par le passé a staré frustré par les déchets terminés du FMI et des institutions Bretton Woods. Par le passé, on voyait la nouvelle banque de développement comme une option supplémentaire, une forme de flexibilité pour obtenir des financements. Une option perçue comme moins chargée de conditions, parfois jugée biaisée. Cette idée de flexibilité, je pense qu'elle reste très présente dans l'esprit de nombreux pays du Sud global. Ils y voient une autre source possible, qu'ils considèrent plus accessible, avec moins de conditions et moins de risques de politisation, justement à cause du déséquilibre des votes dans les institutions de Bretton Woods. Et Yaroslav, peut-être une dernière question pour aujourd'hui. J'ai du mal à croire qu'on soit déjà en juin et qu'on parle de 2026. Mais comme on est à mi-année, je pense qu'il faut aussi se projeter un peu et discuter de ce qu'on peut attendre pour la suite du bloc des BRICS. L'année prochaine, en 2026, marquera le 10e anniversaire du concept BRICS+, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Si vous deviez conseiller aujourd'hui les dirigeants des BRICS, qu'est-ce que vous placeriez tout en haut de l'agenda du bloc pour 2027? Et quelles initiatives pourraient, selon vous, renforcer le plus efficacement la coopération entre les membres, tout en augmentant l'influence des BRICS dans l'économie mondiale? Parce que ça, c'est tout aussi important. Eh bien, à en juger par notre conversation depuis une heure, il est clair que ma priorité, c'est de créer une plateforme pour les institutions de développement régional et les dispositifs d'intégration régionale dont les pays des BRICS font partie. Quand j'ai écrit pour la première fois sur le concept de BRICS+, en février 2017, c'était exactement ce cadre-là que j'avais en tête et que je proposais. Rassembler les blocs d'intégration régionale et les institutions de développement régional afin de renforcer les dynamiques d'intégration à travers le Sud global, d'échanger les meilleures pratiques, mais aussi de mutualiser les ressources existantes pour qu'elles puissent être mobilisées plus facilement au service du développement. Et ça renforce énormément les capacités des BRICS+ en tant que plateforme. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des ressources disponibles dans l'économie mondiale se trouvent au niveau régional. Si on regarde ce qu'il y a dans les mécanismes régionaux de financement et dans les banques régionales de développement, leurs ressources respectives sont supérieures à celles du FMI. Les ressources du FMI sont en fait inférieures à celles des dispositifs régionaux de financement à l'échelle mondiale. Et c'est la même chose pour les banques régionales de développement qui disposent de bien plus de ressources que la Banque mondiale. Donc, pour les BRICS+, franchement, c'est une évidence. C'est quelque chose sur lequel on a perdu 10 ans à réfléchir, alors que c'est, je dirais, aussi élémentaire que la consolidation. Le fait de regrouper les ressources. C'est clairement ce qu'il faut en ce moment. Alors que beaucoup de marchés émergents, y compris les membres principaux des BRICS, traversent encore des tensions financières. Eh bien, c'est une réponse possible. Et je peux vous dire que si une décision de ce type, si un format BRICS plus de ce genre est mis en avant, alors l'effet, en ce qui concerne, disons, la relance de la dynamique du développement des BRICS, à la fois en termes de perception et, au-delà de la perception, en termes d'agenda politique concret, de ce qu'on peut réellement faire en matière de commerce, de financement, cet effet sera amplifié, pas seulement d'un cran, mais de plusieurs. Alors voilà, je ne veux pas dresser une liste de 10 priorités ou de 10 mesures,
C'est celle-ci qu'il faut viser. Ce que je vois dans les travaux des chercheurs chinois, et la Chine va présider l'an prochain, c'est qu'ils écrivent de plus en plus sur la coopération entre les blocs d'intégration régionale du Sud global. C'est la voie à suivre. C'est ce qui permettra de libérer les capacités du Sud global, surtout dans le domaine du commerce, là où ces blocs subissent le plus de pression, le plus de tension, je dirais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expertise exceptionnelle sur le sujet. C'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir et j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup appris. C'est important parce que vous, en tant qu'expert, vous mettez en lumière des détails qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vous suis donc très reconnaissant d'être venu aujourd'hui et d'avoir partagé tout cela avec nous. Pour nos téléspectateurs, je recommande vivement de suivre Yaroslav sur bricksplusanalytics.org. Le lien sera dans la description ci-dessous. Allez vraiment y jeter un œil, Yaroslav. Un grand merci pour cette conversation aussi passionnante aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai apprécié cet échange. Merci infiniment, Lena Petrova.